Bonjour Catherine. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui la présidente des pains d'épices Mulot-Petitjean, donc Dijon. Vous êtes à Dijon, oui, voilà. installée à Dijon depuis 1796. Bonjour. Voilà. Alors depuis 1796, donc vous faites partie des entreprises, alors je ne vais pas dire les plus anciennes, mais donc quelque part, il ne doit pas y en avoir énormément en France qui perdurent comme la vôtre. Non, alors je pense qu'on est assez peu en fait à avoir 200 ans d'existence dans la même famille et continuant à perpétuer des traditions. Il y a un club d'ailleurs d'entreprises qui regroupe ces belles entreprises en général qui perpétuent des traditions et qui marchent plutôt pas trop mal. Et qui font quelque part aussi partie du patrimoine national parce que on vient de classer la cuisine française au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais des produits comme le pain d'épices de Dijon, où j'ai eu l'occasion d'interviewer aussi les Annies de Flavigny et puis d'autres entreprises de ce type. Donc quelque part, ça fait partie du patrimoine de la France. Alors, comment fait-on justement pour conserver une entreprise qui est sur des produits traditionnels et comment la faire traverser les siècles? Alors, ça peut être remonter aussi longtemps en arrière. Comment vous avez été amené à reprendre cette entreprise et comment vous la maintenez aujourd'hui? Donc moi j'ai succédé à mon papa, donc j'ai repris l'entreprise il y a une quinzaine d'années. Donc pour moi l'important c'était de conserver les traditions, c'est-à-dire le patrimoine, mais d'innover, parce que le patrimoine je l'aime à condition qu'il soit vivant. Il ne s'agit pas de se retrouver dans un musée ou dans une petite boutique bien cirée, mais de ne pas avancer. Donc en fait, ça a été tout mon challenge depuis 15 ans, assurer les bases. Et puis innover, développer à la fois les produits et puis les compétences des équipes. Alors, quand vous parlez de musée, toutefois, quand on voit dans quel magnifique hôtel, c'est un hôtel particulier, vous êtes installé, oui. Donc c'est un monument historique. Oui, alors je suis installée, le siège social est installé dans ce qu'on appelle l'hôtel Catin de Richemont, qui est un hôtel particulier du XVe siècle, qui a été rénové en 1919 avec une façade néo-gothique et un très beau magasin à l'intérieur. C'est superbe, je confirme, je suis allée sur le site. C'est vraiment très beau. Vraiment très beau. Et puis on a un site de production qui date de 1912, puisque c'était avant la Première Guerre mondiale, qui a beaucoup de charme aussi. C'est un petit lieu un petit peu magique. Charlie et la chocolaterie, mais dans un monde à l'ancienne. Alors justement, une entreprise comme celle-là qui a tant d'histoire, a traversé des périodes difficiles, des crises, des guerres. Qu'est-ce qui explique, à votre avis, que vous ayez dépassé sûrement, je dirais sûrement qu'il y a eu des moments très, très difficiles. Qu'est-ce qui explique que vous ayez traversé toutes ces années? Alors, les moments difficiles, il y en a eu. Moi, j'ai retrouvé des factures où on voyait farine de millet, sucre de raisin. Donc, ils faisaient du pain d'épices avec ce qu'ils pouvaient et ce qu'ils trouvaient. Des ersatz. Voilà. Je pense que la période la plus difficile a été la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'était vraiment... on parle toujours de la guerre, mais on ne parle pas de l'après-guerre où on manquait de tout. À cette époque, on a débauché, ça a été quand même compliqué. Mais et là, c'était votre père à cette époque? C'était mon grand-père. Votre grand-père. Ils sont restés sur leur savoir-faire, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont assis toujours sur ce qu'ils savaient faire et bien faire. Et finalement, ne cherchant pas à rentrer en concurrence frontale avec des produits qui étaient plus basiques et peut-être plus concurrentiels. Et puis, dès les années 50, on est rentré un petit peu dans les grosses industries. Ça c'est un petit peu tout ça, vous avez dû avoir une concurrence énorme avec la production de pain d'épices industriel. Donc, voilà. Mais bon, comme vous étiez finalement sur une niche qualitative, donc vous avez tiré votre épingle du
du jeu. Oui, avec un ancrage régional fort. Donc, ils ont réussi à traverser ces quelques années qui ont été difficiles. Ensuite, on a eu la chance, sur ce produit, d'avoir beaucoup de chefs français. On parlait de le patrimoine. Qui l'utilisent aussi. Qui l'ont utilisé en base, cuisine. hein, donc, ça nous a bien aidé à revaloriser le produit. Et puis, ensuite, ça a été à moi de jouer avec la création de nouveaux produits. Bon, c'est vrai qu'il y a le pain d'épices traditionnel qu'on coupe, qu'on déguste avec du beurre. Demi-sel, c'est encore meilleur. Je sens mes papilles qui s'agitent, oui. Voilà. Et puis, les nonnettes, qui sont un de nos produits phares. Et puis, moi, j'ai développé un produit d'accompagnement de café, puis un second. Puis là, on a refait des pains d'épices avec des chromos. Alors ça, c'est une tradition du pain d'épices. Tout le monde a en souvenir le Père Noël. Voilà. Donc on revient à des... On revient à des choses qui étaient un petit peu passées de mode. Et puis on y revient parce que c'est des choses qu'on va pouvoir pendre au sapin. Voilà. Alors justement, tout à l'heure, vous avez employé le terme innovation. Ce qui m'a intéressée, puisque en fait, quand vous avez repris, c'est ce que vous m'avez dit, moi ce qui m'intéressait, c'était d'apporter quelque chose de plus et d'innover. Comment, parce que l'innovation aujourd'hui, on pense tout de suite à de l'innovation technologique, quelque part à la recherche, au développement. Comment fait-on dans une activité extrêmement traditionnelle pour innover? Est-ce que vous pouvez nous justement casser un petit peu l'image, parce que c'est vrai que innover dans le pain d'épices, on dit c'est pas possible. Alors dites-nous. Alors si, on peut bien sûr innover. C'est justement faire sortir de moments de consommation. Le pain d'épices, c'était au petit déjeuner, au goûter. Produit d'accompagnement de café, on le décale un petit peu avec un produit portion. On a aussi développé des nonnettes avec des fourrages différents. Donc comme le caramel, comme le citron, qui est quelque chose qui s'était pas fait, mais donc qui apporte quelque chose. On a fait du co-branding cette année avec les établissements Bernard Loiseau, Dominique Loiseau et ses équipes, son chef pâtissier, avec des nonnettes à abricot verveine, fraises roses et pommes bergamotes. Vous cherchez comment justement à vous positionner sur des goûts qui se révèlent. Ce que je vais appeler un petit peu dans l'air du temps. Voilà. Donc tout ça, on le fait en étant, je pense que l'entreprise elle doit être ouverte, son dirigeant doit être absolument ouvert, c'est-à-dire qu'il doit sortir un petit peu de son bureau, aller sur le terrain, voir ce qui se fait ailleurs. Aller au restaurant, parce que c'est intéressant de savoir quels sont les plats, quels sont les mélanges qui se font. Ça fait partie aussi de la culture pour diriger et puis pour innover. Alors justement, comment vous arrivez à convaincre, parce que vous travaillez avec des équipes, donc ils doivent avoir, il y a des process établis, donc comment vous arrivez à les convaincre justement de changer un peu les habitudes et d'aller vers des nouveaux produits comme cela? Est-ce que... Alors, en général, l'innovation, c'est ça aussi, c'est de convaincre. Alors, en général, ils sont assez enthousiastes. J'ai la chance d'avoir une équipe très soudée, très motivée. Donc ça, c'est déjà une chance au quotidien. Vous avez combien de salariés aujourd'hui? Alors, en production, il doit être une petite quarantaine. Et plus le personnel, donc au total, vous êtes une soixantaine? Avec les magasins. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est de les mettre aussi sur le terrain. Donc, moi, je les fais participer Vous trouvez que le terrain est quelque chose de... Je fais toujours, quand je peux, c'est pas toujours possible, mais quand on fait des salons qui sont pas trop loin, on fait le Cial, on fait le Syrah, et je déplace mes équipes de production parce que pour eux, c'est intéressant déjà de voir ce que les autres font, comment ils se positionnent, et puis également d'avoir le ressenti client. Parce que je les laisse derrière moi quand on reçoit le client, quels sont les desiderata du client, quelles sont ses exigences, voilà. D'accord. Donc ça, c'est un message qu'on peut assez facilement faire passer comme ça. Voilà. J'aimerais revenir sur la transmission. Donc,
Comment se fait-il que ce soit vous qui ayez repris donc après votre père c'est quelque chose qui était décidé depuis longtemps. Vous travailliez déjà dans l'entreprise? Alors moi, j'ai fait des études de droit, j'ai fait un petit peu de conseil. Je m'y suis sans doute un peu ennuyée, donc j'ai eu cette opportunité. En vérité, je pense qu'on s'autoprogramme à reprendre C'est une entreprise. c'est votre papa qui vous en a parlé? Comment? Non, 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 parce que pour lui rendre hommage, il a toujours été... Il m'a laissé libre, et ça, je lui en suis reconnaissante. Mais je pense qu'on s'autoprogramme, voilà. Il y avait une opportunité, il était en fin de période professionnelle, si je puis dire. Et donc, on a travaillé ensemble une petite dizaine d'années. Mais ça ne devait pas être facile, comment dirais-je, parce qu'à l'époque, vous avez 4 filles, donc vous aviez des enfants en bas âge, donc oui, ça n'a pas été facile. Bon, j'ai eu la chance d'être aidée, hein. On avait des jeunes filles au père, voilà, on était bien aidés. Et puis également, je vivais en province, hein, c'est aussi un atout. Mais tout s'est fait. Et donc, alors, votre papa, lui, a accepté de vous laisser les rênes de l'entreprise quand il a estimé que vous étiez prête. Et la responsabilité, c'est-à-dire qu'il ne vient pas voir comment ça se passe. Non, j'ai eu cette chance-là. Oui, une fois qu'il m'a laissé les clés, j'ai eu les clés et l'échiquier, comme on dit. Hein, voilà, donc vous êtes venue complètement... autonome et indépendante, et toujours avec son regard bienveillant, ce qui est important. Le regard bienveillant des parents quand il y a une transmission familiale. Et est-ce que vous, comment dirais-je justement, vous trouvez que dans une entreprise familiale, vous qui avez travaillé ailleurs, il y a une chaleur humaine, une ambiance particulière qui peut expliquer qu'inconsciemment, alors vous ne l'aviez pas forcément programmé au départ, vous soyez revenu vers cette entreprise. Petite, vous y alliez déjà et... Alors, je crois surtout que, on veut faire plaisir à nos parents. Voilà. Donc, le fond, c'est qu'il n'y avait personne pour reprendre et que, inconsciemment, on s'autoprogramme. Mais vite, vous vous êtes fait plaisir à vous-même aussi. Ah parce oui, que sinon, ça ne réussirait pas. Oui, bien sûr. Non, mais après, on prend son envol et c'est du plaisir au quotidien. Ça ne pourrait pas être autrement que du plaisir parce qu'on y passe beaucoup de temps. Donc, il faut que ça soit peut-être plus une passion qu'un métier d'ailleurs. Et donc, alors, tout à l'heure, vous disiez également qu'il fallait sortir, aller sur le terrain. Est-ce que vous sortez aussi de votre environnement professionnel? Vous êtes dans des clubs d'entrepreneurs, vous avez des responsabilités syndicales ou... Alors oui, je fais pas mal de choses. Je siège donc à Dijon, je fais partie du conseil d'administration de la médecine du travail, hein, pour faire court. Donc ça, c'est un élément qui m'a beaucoup apporté. Et puis au niveau national, je suis présidente de mon syndicat professionnel qui s'appelle les Biscuits et Gâteaux de France. Ah oui, d'accord, donc c'est des responsabilités aussi. Voilà, et je m'occupe des PME au sein de l'Alliance 7 qui regroupe un certain nombre de syndicats. Et à ce titre, je siège à l'ANIA également. Donc voilà, un enrichissement extérieur qui est important pour moi. Et ça fait combien de temps? Parce que est-ce que ça prend beaucoup de temps? Est-ce qu'il faut une certaine maturité et puis une certaine organisation dans l'entreprise pour permettre justement d'endosser des responsabilités de ce type et surtout de trouver le temps qu'il faut pour s'en occuper? Parce que nous, les femmes, nous sommes perfectionnistes. Donc quand on fait quelque chose, c'est jamais à moitié. Oui, alors il faut du temps, mais le temps, on l'a toujours. Alors c'est une question d'organisation. Bon, en ce moment, il se trouve que je n'ai pas de collaborateurs. C'est difficile, mais j'ai pris des engagements. Il faut quand même que je les tienne. Donc, voilà, il faut le faire. Mais je pense que c'est aussi nécessaire, voilà, de donner aux autres aussi, parce que quand on donne, on reçoit. Voilà, ça me semble indispensable pour un chef d'entreprise de s'engager dans la vie, ce que je vais appeler civile, même si... Et alors justement, c'est pas un engagement politique, voilà. Dans ce syndicat professionnel que vous représentez, la part des femmes est importante ou pas? Alors, il y a beaucoup d'hommes, c'est vrai, mais il y a quand même quelques femmes au poste clé, présidentes de syndicats. Si, elles sont là. Et dans les entreprises adhérentes? Dans les entreprises adhérentes, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes à la direction. C'est vrai.
Mais bon, Et alors, c'est le reflet de c'est le reflet de la société actuelle. Bon, alors justement, comment changer les choses en faisant comme vous, en prenant des... Bah, je pense que maintenant, beaucoup de femmes ont décidé de prendre leur destin en main. Donc, je pense qu'on verra de plus en plus de femmes s'affranchir et créer leur entreprise. Et justement, moi, vous qui avez 4 filles, alors qu'est-ce que vous leur dites? Vous les laissez suivre leur voie? Alors, pour le moment, bien sûr, elles choisissent leur voie. J'en ai une qui a un projet personnel. Donc, je l'encourage. Elle a 23 ans. Donc, un projet d'entrepreneuriat. Voilà. Super. Moi, je pense que je pourrais l'interviewer. Ça sera intéressant. Je lui ai dit que c'était le moment ou jamais. Elle n'avait pas d'obligation familiale, que si c'était pas maintenant, c'était jamais. Donc, fallait qu'elle fonce. Et que si c'était son rêve, il fallait surtout qu'elle vive ses rêves. Absolument. Voilà. Bien, donc, alors quel conseil vous donneriez à ces femmes qui nous écoutent? C'est jamais facile de succéder ou à son père ou à quelqu'un d'autre. C'est sans doute plus difficile de succéder à son père. Néanmoins, je pense il faut travailler sur ce qu'est sa juste place dans l'entreprise et ça se fait. Et ensuite, l'autorité, elle s'assoit naturellement. Par la vertu de l'exemple, voilà, et puis par son management qui est forcément différent. Et alors, de quoi vous rêvez pour cette entreprise demain? Donc, quel est votre rêve Moi, mon rêve, c'est de la laisser déjà peut-être en meilleur état que je ne l'ai trouvé, même si je l'ai trouvé en bon état. C'est en faire une entreprise moderne, à la fois en termes de production, mais également de management. Et puis, je suis très attentive au développement des compétences de mes collaborateurs. Je trouve que faire progresser une entreprise, c'est aussi faire progresser ses collaborateurs. Et alors, les clients à l'international, Alors, l'export, c'est toujours un travail très long. Donc, c'est vrai que je suis débutante sur le dossier. Mais bon, voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, il faut s'accrocher. Et puis, comme sur tous les sujets d'entreprise, ne jamais rien lâcher. Alors, je vous laisse donner le nom de votre site parce que vraiment, je trouve superbe votre magasin à Dijon. C'est un vrai musée. Et j'invite les personnes qui nous écoutent à aller le visiter parce qu'il est très bien fait. Donc alors, je vous laisse le... Alors, c'est www.mulotpetitjean.fr. Voilà. Et donc, pour ceux qui seront sur la région, ils pourront venir le visiter et puis goûter à vos délicieux pains d'épices. Est-ce que vous avez un dernier mot? Écoutez, le dernier mot, pour moi, le mot de la fin, c'est oser et n'ayez pas peur. Eh bien, merci beaucoup Catherine et puis bon retour sur Dijon. Merci à vous.